Hop. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour cette dernière classe virtuelle sur la prospective sociétale animée par Pascal Poul. Donc, merci à tous d'être présents ce soir. Il est 18 h tout pile, donc on va attendre un petit peu que les personnes arrivent, se connectent au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous invite à noter dans le chat d'où vous venez, où vous êtes présentement, où c'est que vous habitez, d'où vous vous connectez et votre humeur du jour, voir la petite météo du jour, en attendant que tout le monde se connecte. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous voulez ouvrir le micro et faire un petit coucou au micro, c'est tout à fait permis. En attendant, nous allons attendre un petit peu les connexions de certains et puis nous commencerons d'ici quelques minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions déjà, vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le chat. Hop. Hop. Alors, donc on a Jean-Claude, d'où tu nous écris? Tu nous écris de Lyon, c'est bien ça? Oui, désolé, c'est de Lyon. Je ne pensais pas envoyer le message. J'étais en train de l'écrire, voilà. Donc, pour vous dire, je viens de Lyon, que le moral est au grand beau et qu'il fait un peu chaud, c'est tout. Ah, parfait, merci beaucoup. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fabienne. Hop, on a Rénal de Villeurbanne avec un grand soleil. Dominique sous le soleil de Provence à Traite. Alors moi, présentement, je suis près d'Évian. Voilà, j'ai changé mon lieu parce que je suis en déplacement de mon côté et je suis présentement à Évian. Pascal, est-ce que tu peux dire un petit mot parce que je t'ai perdu en visio puisque j'ai mis l'affichage intervenant et j'aimerais bien que tu reviennes à l'écran. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis, comme je l'ai indiqué, à Montesson, dans les Yvelines, charmante petite commune perdue dans un méandre de la Seine, entre Rueil et Saint-Germain-en-Laye, à l'ouest donc, de Paris. Voilà. Et donc, la grande forme, c'est ma météo perso, voilà, pour partager avec vous ce dernier volet, qui va plutôt parler du rôle de l'ingénieur et qui va normalement résonner particulièrement avec l'intention de la chaire sur la réflexion du rôle de l'ingénieur pour le XXIe siècle et l'ingénieur responsable, quelle forme ça peut prendre. Voilà. D'une certaine façon, une contribution sur ce sujet-là en complément des deux autres volets. Super, écoute, merci beaucoup. Hop, on attend encore un petit peu que les gens se connectent. Claude de Lyon en super forme. Alors Claude, alors j'essaie de me rappeler le nom de famille. La dernière fois, c'est Chausson, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ah, super. Je commence à connaître les gens qui viennent souvent maintenant. Merci beaucoup, Claude. Hop. Donc, on a encore, voilà. Alors, merci pour ceux qui mettent leur petit nom, comme ça me permet de faciliter, de voir qui sont les présents. Donc, voilà. Pascal, tu me diras si on a combien de temps, on attend encore un peu. Ouais, on va aller jusqu'à 5. Là, tu as combien de… On a 15 participants, donc normalement, on est censé en avoir quand même un peu plus parmi tous ceux qui s'étaient inscrits et qui avaient dit qu'ils seraient présents ce soir. Ok, on attend jusqu'à 5 maxi, puis on décolle. Renaud, bonjour Renaud, ça fait plaisir de te savoir ici. À Grenoble, entre les montagnes, grand soleil. Ah oui, c'est sûr que là, en ce moment, il y a du soleil un peu partout. On a Daniel qui est à Versailles. Super. Hop, Damien qui vient d'arriver. Hop. Alors, les gens vont se connecter. C'est vrai que 18 h, parfois, c'est un peu tôt le temps de rentrer. Donc, bon. Mais j'ai eu 23 10 55. Là, je ne saurais dire qui c'est pour le coup. Si la personne nommée U23 10 55 veut bien se renommer, ce serait un plaisir pour moi pour ma petite liste de participants. Fais un effort, Camille, c'est quand même pas si compliqué. Ah, j'avoue que j'ai des bonnes intuitions, mais là c'est pas évident, c'est pas évident. Allez, on attend encore un petit peu.
Parce que là, les gens arrivent petit à petit. Hop. Alors, je me permettrai, hein, comme à chaque fois, de vous mettre tous en muet pour le temps de la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les prendra en compte au fur et à mesure. Tout au long de la conférence de Pascal, en fait, les diapositives sont numérotées. Donc, n'hésitez pas à noter le numéro de la diapositive pour vos questions. Ça permettra qu'on puisse s'y retrouver plus facilement et qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, je vais essayer de soit interrompre Pascal si c'est facile de le faire, soit il y aura tout à fait le temps de faire un temps de questions-réponses à la fin de la conférence. Donc, vos questions pourront être prises en compte. Je te propose qu'on y aille. Très bien. Mais écoute, comme d'habitude, je vais mettre tout le monde en muet. Donc, Francesca et Pascal, je vous invite à vous remettre votre micro dès que je l'ai fait. Hop, voilà. Donc, je vous ai mis en muet. Donc, Francesca et Pascal, rallumez vos micros. Et je laisse la main du coup à Francesca pour présenter justement cette dernière conférence. Merci beaucoup Camille. Bonjour à toutes et à tous, je suis Francesca Rebast et je coordonne avec Patrice Eid, vous les connaissez désormais, de l'association Alumni, la chaire institutionnelle ingénieur INSA, philosophe en action, penser à agir de manière responsable. Créée en 2020 et portée par l'Institut Gaston Berger, cette chaire est soutenue par l'école, l'association Alumni, la fondation INSA et INSA Valeurs. En synergie avec les chantiers d'évolution de la formation et la démarche prospective INSA 2040, la chaire contribue à actualiser les modèles de formation humaniste légués par Gaston Berger par une réflexion confrontée aux réalités et aux problématiques de terrain. Pour ce faire, elle s'appuie sur les témoignages professionnels des alumni, vous, et notamment sur leur volonté d'accompagner les nouvelles générations par la transmission et le partage. C'est dans le cadre des travaux d'actualisation du modèle insalien que nous avons lancé un dispositif unique, des classes virtuelles proposées par des diplômés INSA et nourries de leur expérience de terrain sur la posture de l'ingénieur humaniste en situation professionnelle. Ces classes arrivent en complément de l'offre éducative proposée par l'école pour répondre à une attente forte de la formation tout au long de la vie et des créations d'une communauté de réflexion et de partage des bonnes pratiques au sein de notre écosystème. Approche et culture fondatrice du modèle INSA, la prospective nous a semblé les points de départ idéaux pour testimonier et explorer comment, en effet, au quotidien, l'ingénieur peut être un acteur de la transition dans les organisations où il exerce sa mission professionnelle. Qu'est-ce que c'est une prospective réellement sociétale? Pourquoi et comment la prospective permettrait-elle d'outiller la capacité d'action des ingénieurs face aux enjeux socio-écologiques? Dans la tentative de répondre à ces questions, nous nous sommes adressés à un ingénieur philosophe en action, Pascal Poul, diplômé INSA, qui a consacré une dizaine d'années à l'innovation et à la préparation d'avenir. C'est donc avec un grand plaisir que je vous accueille à la troisième des classes virtuelles sur la prospective sociétale, animée par Pascal et par Camille, ancienne élève d'INSA et chargée des missions de la chaire. Si la première classe virtuelle introduit la méthode, donc la méthode prospective, et la deuxième a présenté sa proposition de valeur par des cas pratiques, la classe virtuelle d'aujourd'hui abordera la question du rôle que l'ingénieur pratiquant la prospective peut avoir en entreprise. Le focus de ce soir sera donc l'ingénieur en tant qu'auteur de la démarche prospective, sa responsabilité, en continuité avec les travaux de la chaire. Donc, merci déjà à Pascal pour la contribution à cette réflexion et à vous tous pour l'enrichir. Avant de commencer, je tiens à prononcer quelques autres mots de remerciement. Je souhaiterais vraiment remercier beaucoup Pascal pour ton implication sans faille pendant tous ces parcours, dès la conception du projet à sa réalisation et à tous les suivis. Merci aussi Camille pour la mise en place de ces rencontres virtuelles et pour leur co-animation. Mais merci également aux participants, car c'est grâce à vous, à vos remarques et propositions, que ce dispositif pourra s'améliorer. C'est pour cela que je vous invite d'ores et déjà à participer à l'enquête d'évaluation qui sera transmise après la classe virtuelle d'aujourd'hui. Mais il est temps de laisser la parole à Pascal pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Pascal, c'est à toi. Merci beaucoup Francesca. Je n'ai pas grand-chose à rajouter en guise d'introduction. Francesca a tout dit. Le programme du jour, c'est donc la petite bulle bleue et
Et comme vous l'avez compris, on est déjà passé par quelques étapes que vous pourrez retrouver en replay sur le site, sur la chaîne YouTube de l'association. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, je vous invite à le faire. Alors aujourd'hui, on sera deux pour animer. Camille qui est intervenu tout à l'heure, qui va faire un travail absolument essentiel entre guillemets de back office. Donc, il va récupérer vos questions dans le chat, qui me les transmettra, qui va aussi modérer le temps si d'aventure je m'égare, et qui me mettra un petit coup virtuel sur la tête pour que tout ça rentre dans le timing qui est prévu. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voilà, un petit parcours, entre guillemets, autour de, pour aboutir à cette question de la place de l'ingénieur dans la prospective, qui sera illustrée par trois personas, entre guillemets, trois façons de voir le rôle de l'ingénieur, les plus emblématiques, il m'a semblé. Et avant ça, on va revenir un petit peu pour justement aboutir à ça, finalement, la place de l'ingénieur dans l'entreprise. Donc, voilà, je vais partager un peu la vision que j'ai, en tout cas celle que j'utilise pour expliquer ça. Et puis, je projetterai en fait la question de la préparation de l'avenir, de l'anticipation, plutôt sur le registre des entreprises, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle organisation, pour justement voir tout ce qu'on a partagé ensemble lors des 2 premières sessions. Donc, à quel endroit dans le cycle de fonctionnement des organisations, de l'entreprise, ça se situe. Et on verra que la place de l'ingénieur, à travers les différents rôles, les 3 rôles que je suggère, peut avoir des contributions un petit peu différentes dans ce fameux cycle. Voilà. Alors, attaquons avec déjà un premier, alors c'est un petit peu une digression, mais c'est pour mieux atterrir après, sur un partage un peu sur la modélisation de ce que c'est qu'une entreprise et le rôle de l'ingénieur. Alors, une entreprise, on peut la modéliser comme ça, une grosse boîte avec une entrée et une sortie. Hein. Tous les ingénieurs autour de la table adorent évidemment cette petite représentation. Voilà. D'un côté, un besoin de société, et de l'autre, un produit, un service qui répond, et l'entreprise, évidemment, elle fait la transformation. Alors, si on va un petit peu plus loin, on voit que si le produit correspond, tout va bien, on a un client satisfait qui va continuer à rester client, et que si ça ne le fait pas, le client, lui, est insatisfait, il va chercher ailleurs. Donc, c'est la concurrence ou la création d'une offre alternative. Et que ça, en fait, ça met en lumière finalement de quelque chose qui est un petit peu récent, qui est dans la formalisation en tout cas, qui est la mission ou la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est dans le droit français, hein, c'est incarné par la loi PACTE de 2019. En gros, qui dit ça, hein, qui dit que l'entreprise, elle a au-delà de sa responsabilité entre guillemets commerciale, elle a cette responsabilité de transformer le orange en vert de façon satisfaisante, sous un angle d'intérêt général. Voilà. Alors, si on va un petit peu plus loin pour modéliser l'entreprise, moi j'utilise en fait cette approche-là, qui est de dire il y a une partie transformative, hein, c'est la partie des opérations, ça va produire ce que l'entreprise vend. L'orientation et le pilotage, ça sert à décider ce qu'on cherche à faire et comment on va le faire. Mais ça ne suffit pas, puisqu'on a aussi besoin d'un certain nombre d'outillages pour fonctionner. Ce sont les supports transverses. Donc là, on reconnaît une modélisation assez classique, hein, qui est utilisée notamment dans les systèmes de management, par exemple. Et donc l'entreprise, en gros, elle fait cette réponse-là avec d'un côté des ressources mobilisables, hein, des moyens qu'elle va faire rentrer dans cette fameuse boîte noire, donc des moyens matériels, les achats, etc., immatériels, l'intelligence. Et puis elle va délivrer quelque chose à des clients et puis aussi à des non-clients dont elle espère les rendre clients. Alors, quand on creuse un petit peu, quelles sont les grandes fonctions de l'entreprise, et tout ça va nous amener à comprendre la place de l'ingénieur. Alors, au milieu,
Si on modélise rapidement, je ne vais pas vous faire le détail, c'est très macroscopique, hein, mais une entreprise, en gros, elle va passer par ces étapes-là, dans l'aspect fonctionnel des opérations, avec le gros du sujet, c'est de produire ce qu'on a dit qu'on allait produire dans le cadre de sa raison d'être, le vendre, et puis de faire l'après-vente, avec des choses qui peuvent être vues comme étant des appuis, les études amont, éventuellement un travail de recherche, d'investigation, un peu d'exploration, et puis du marketing qui lui, va s'appuyer sur la réponse des clients à ce qu'on leur vend pour réajuster. Et là, se dessine, entre guillemets, une espèce de boucle itérative. Du côté des fonctions d'organisation et de pilotage, on va retrouver ce type de fonction-là. Alors, ce n'est pas exhaustif, on pourrait discuter précisément, il y a des choses qu'on peut rajouter, l'audit, le contrôle interne, des choses comme ça. C'est juste pour fixer un petit peu les idées, avec des grandes fonctions qu'on retrouve, la finance, les RH, que je vous invite à renommer richesse plutôt que ressources, la communication, la vision et la stratégie, où là, on se rapproche un petit peu de notre question de la préparation de l'avenir ou encore l'innovation. Et puis, du côté des supports, un certain nombre de choses qu'on connaît bien, l'IT, les achats, le fonctionnement général comme l'immobilier, par exemple, toutes choses qui permettent à l'organisation de fonctionner. Voilà. Et quand on utilise ce mode de réflexion-là, on peut en fait raisonner comme ça et essayer de trouver la place de l'ingénieur. Donc, on a ici ces grandes fonctions que j'ai décrites, qu'on peut décliner sous ce verbatim-là, ce que je fais avec ici la même chose, entre guillemets, que ce que j'ai présenté, mais sous forme un peu de phrases un peu explicites. Puis la question qui est comment je m'y prends pour faire ça. Et là, je vous propose comme un peu une modélisation les types d'interventions qui reprend ce qu'un ingénieur peut être. Et un ingénieur, il peut être un spécialiste, donc il va être plutôt sur une thématique donnée, un sachant d'un grand niveau d'expertise. Il peut être plutôt un intégrateur, il va assembler des tas de choses. Donc là, on est plutôt sur le registre, par exemple, du chef de projet, typiquement. Il peut être également plutôt un manager, il va animer des personnes, il va développer leurs compétences. Il peut être un dirigeant, ce qui est différent d'un manager, parce qu'il y a une responsabilité autour de l'organisation. Et puis, on a quelque chose qui est un petit peu hybride, quelqu'un qui fait tout ça, et ça, c'est plutôt un entrepreneur. Donc voilà, modéliser, entre guillemets, rapidement, 5 fonctions, 5 grandes fonctions, 5 façons d'intervenir pour l'ingénieur. Et vous voyez que là, on a une magnifique matrice qui se dessine avec des croisements et où l'ingénieur est susceptible d'intervenir. Ce questionnement-là, il est essentiel pour la formation d'ingénieur. Quel type d'ingénieur on veut former? Et donc, par rapport à la question de la prospective, c'est absolument essentiel de se questionner-là. Si on veut intégrer la prospective, sur quel croisement on a envie d'orienter un petit peu plus la formation. Mais c'est aussi absolument essentiel pour chacun d'entre nous, et je pense plutôt aux étudiants ou aux jeunes diplômés, de se dire, mais finalement, moi, qu'est-ce que je préfère là-dedans? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pourquoi on dit ça? C'est parce que ce que c'est que l'ingénieur n'est pas forcément très clair. En fait, c'est un mot un petit peu valise. Donc, ça m'a amusé, ça m'a intéressé de comprendre l'origine du mot ingénieur. Et vous voyez que l'ingénieur, en fait, il vient du langage militaire, puisque c'est au départ le constructeur d'engins de guerre. Alors, si on a bien la racine latine qui nous invite à avoir des caractéristiques qu'on va citer, comme l'habileté, la disposition de l'esprit et l'invention, là j'ai repris ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire étymologique, c'est intéressant de voir qu'au départ, on est vraiment sur les questions de construction et par extension, ce savoir-faire, ce génie, c'est pour ça qu'on a le génie civil, le génie maritime, ce génie, il s'est étendu à tout ce qui développe l'économie.
pour la plupart des gens, et y compris pour nos étudiants, et y compris pour, je pense, un grand nombre d'entre nous, quand on est sorti de l'école, on avait une position, une réflexion un peu générale qui était de dire l'ingénieur, en gros, il est dans ce que j'ai encadré, plutôt sur la question des études et de la conception, et plutôt sur les questions de production, réalisation. Pour autant, on voit qu'il y a peut-être d'autres questions qui se posent. Et donc, le métier d'ingénieur, il se limite pas à ça. Et ça, c'est intéressant à se questionner dans cette perspective de la préparation de l'avenir, de la prospective. On le sait, ces questions, entre guillemets, non strictement techniques, elles ont investi depuis longtemps les questions d'organisation, et tous autour de la table, on a probablement, pour ceux qui ont le plus d'expérience, des vécus assez divers dans les modes d'intervention que j'ai décrits là. Pour autant, ça reste quelque chose qui est à consolider. C'est pour ça que je suis passé par ce petit détour-là pour questionner la question de la préparation de l'avenir. Alors, la préparation de l'avenir, vous y voilà. Et donc, on a cette matrice qui se dessine. Et donc, la question, c'est comment je fais de la prospective. Donc là, on retrouve des éléments pour ceux qui ont participé, qu'on a présenté lors de l'épisode 1, qui sont, vous savez, ces questionnements, les champs des possibles, les futurs possibles. Les futurs possibles, ils sont sur l'ensemble du spectre. Ils sont sur l'ensemble de ces macro-fonctions. Ils ne sont pas uniquement sur la façon d'étudier, ils sont aussi sur la façon de s'organiser, ils sont aussi sur la vision de l'avenir. Et on invitait dans l'épisode 2 à se questionner sur ces futurs possibles en se disant, mais finalement, ces futurs possibles, en quoi ils concernent les quatre blocs qui sont marqués là, que je redis, les clients en se positionnant en tant que fournisseur, la société en se positionnant en tant qu'acteur responsable, les salariés avec une responsabilité en tant qu'employeur, et puis les processus en tant qu'organisation, en tant que machine, entre guillemets, en elle-même, donc l'entreprise en tant que machine. Et on voit que par rapport à ces points-là, les types d'informations, les types d'interventions qui sont au-dessus sont plus ou moins pertinents selon les cas, selon les blocs. Justement, je me permets, il y a Renaud qui faisait une petite remarque pour inclure justement au niveau du cycle des interdépendances les fournisseurs. Et là, du coup, tu as bien rajouté que les clients, c'était aussi en tant que fournisseurs. Donc, est-ce que ça répond, Renaud, à ta demande de compléter le cycle? Tu nous dis dans le chat si c'est ça que tu voulais dire, Renaud. Alors, peut-être que la question des fournisseurs, c'est les fournisseurs de l'entreprise, auquel cas, on va être plutôt sur la question des processus. C'est-à-dire de voir l'organisation de voir l'entreprise comme une organisation capable d'intégrer ses parties prenantes comme contribution à ses propres processus. Là, l'idée ici, c'est de considérer les rôles qu'a l'entreprise. Donc, effectivement, comme le dit Camille, en tant que fournisseur de services vis-à-vis de ses clients, là, on va intégrer la fonction, entre guillemets, productive de l'entreprise, et on sait bien que cette fonction productive, elle est assurée soit en propre, soit avec des fournisseurs qui aident à le faire, ces fournisseurs pouvant être des fournisseurs directs ou des sous-traitants. Donc, la question des fournisseurs peut être vue à la fois dans le pavé bleu clair et à la fois dans le pavé processus lié à la façon de faire équipe avec les fournisseurs. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Renaud, ça répond à la question? Mon intervention, c'était plutôt par rapport à la notion de ressources, c'est-à-dire que vendre, c'est une chose, pouvoir avoir accès aux ressources pour pouvoir produire et ensuite vendre, pour moi, c'est un équilibre global. Donc, moi, je mets les clients et les fournisseurs au même niveau d'interaction dans une recherche d'équilibre global. C'est pour ça que je m'étais permis d'intervenir. Ok. Merci. Ok. Du coup, alors attendez, hop, je vais enlever ça. Voilà. Alors du coup, je reprends le fil sur la préparation de l'avenir. Alors, il faut que je clique au bon endroit, sinon ça ne marche pas.
Hop. Donc, quand on regarde la préparation de l'avenir pour une organisation, on va avoir un petit cycle que je vais essayer de décrire et qui va en fait questionner ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la multiple position de l'ingénieur qu'on vient de décrire dans ces slides-ci. L'ingénieur, il est possiblement à tous les points et à lui de décider ce qu'il veut être. Par rapport aux questions de la préparation de l'avenir, il y a un cycle fonctionnel dans lequel l'entreprise est engagée. Et donc, suivant sa position, il peut plus ou moins y contribuer. Donc, on va partager autour de ce cycle. C'est une représentation pour voir où se situe la prospective qui est notre sujet. Donc, au départ, on a la mission de l'entreprise, telle que définie par la raison d'être, avec la loi Pacte pour ce qui est de la France, et qui définit globalement l'attente des parties prenantes. Parties prenantes au sens global du terme, et donc ça inclut le commentaire qu'a fait Renaud tout à l'heure, les clients, les citoyens, les fournisseurs, les actionnaires, toutes les personnes physiques et morales qui influencent l'organisation, comme je l'ai noté. Et donc, c'est bien effectivement cette dimension très globale, comme Renaud le soulignait à l'instant. Cette attente des parties prenantes, elle va être prise en compte par la dimension de prospective, par la démarche de prospective. C'est-à-dire que à travers l'expression qu'ils ont vis-à-vis des produits, mais par rapport aussi à l'évolution des modes de vie, nos parties prenantes expriment une attente en termes d'évolution. Et ça, c'est bien la fonction de la prospective que d'essayer de le comprendre. Et c'est ce qu'on a essayé de partager dans les épisodes 1 et 2. Et donc, pour une organisation, il y a une fonction prospective à organiser, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer donc les fois précédentes, pour laquelle, cette fonction prospective, les données d'entrée, c'est donc ces attentes des parties prenantes. On voit qu'il y a donc un dispositif d'écoute des parties prenantes qui est nécessaire pour que la prospective soit alimentée. Cette prospective, elle va alimenter un attendu, un résultat de l'entreprise qui est assez important, qui est la vision. La vision, c'est-à-dire ce que l'entreprise souhaite être à une échéance de temps donné. Donc, c'est un croisement entre la raison d'être et l'écoute qu'elle fait de ses parties prenantes, disant, OK, par rapport à ce que je comprends de l'évolution du monde et des attentes de mes parties prenantes, et par rapport à ma raison d'être, qui est ceci, mais pas cela, moi, je souhaite qu'on devienne telle et telle chose. Et ça, c'est la vision. Donc, c'est un résultat de cette démarche prospective. En explorant les futurs possibles, on regarde ce qui est dans notre champ d'action et on décide celui qu'on désire atteindre. Et ça, c'est notre vision. Cette vision, elle va se décliner ensuite en stratégie. Donc, la fonction stratégie, ce n'est pas la même chose que la fonction prospective. La fonction stratégie, elle va décrire ce que l'on va faire. Là où la prospective, elle va éclairer ce que l'on veut faire, une fois qu'on a décidé ce que l'on veut faire, avec la vision qui le décrit, encore faut-il le décliner de façon opérationnelle, et donc c'est l'objet de la fonction stratégie. La fonction stratégie, elle se décline en grosso modo sur 2 axes, le business, les opérations courantes, c'est-à-dire le fait de faire tourner les activités de l'entreprise qui vont générer les revenus et faire vivre l'entreprise. C'est bien l'attendu principal qu'on a habituellement sur la stratégie. Mais il y a aussi un deuxième aspect qui est un petit peu éludé, même si l'innovation est un buzzword dont on entend beaucoup parler depuis 5-6 ans. Là. La stratégie, elle a aussi pour fonction d'éclairer le champ de l'innovation, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à se positionner sur l'anticipation, ce qui va arriver demain, et le renouvellement potentiel de ses activités. Je ne reviens pas sur des choses qu'on a vues aussi dans l'épisode 2, sur le cycle en cloche, qui montrait qu'à un moment donné, les produits et les services arrivent en fin de vie et il faut les renouveler. Vous vous souvenez qu'il y avait des courbes qui s'intercroisaient et que tout l'enjeu de la réflexion prospective était d'arriver à sauter de courbe en courbe pour rester à un niveau d'attractivité importante. La façon de sauter de courbe en courbe et de convertir les opportunités en activité, c'est l'innovation. Et l'innovation,
au bout d'un moment, elle devient mainstream et donc ça devient le business, le nouveau business de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'innovation de renouvellement. Et donc, on a cette phase-là que je fais apparaître sur l'écran, cette phase de consolidation, ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que l'innovation, au bout d'un moment, c'est plus de l'innovation, ça devient une activité courante parce qu'on a atteint une certaine maturité, une maturité dans ce qu'on propose, une maturité dans l'organisation, mais aussi une maturité chez nos clients, chez nos fournisseurs, chez nos actionnaires, pour accepter que ça devienne un nouveau business. Et donc, on a ce cycle-là intermédiaire, là, le cycle stratégie, innovation, consolidation, business, qui lui tourne en permanence à l'intérieur du grand cycle de l'entreprise. Possiblement, la stratégie, elle est interrogée par l'innovation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des activités d'innovation qui, à travers leur transformation en activité courante de business, finalement viennent interroger parce qu'on n'avait pas imaginé que ça puisse aller aussi vite ou que telle ou telle activité d'innovation vienne remplacer telle ou telle activité courante. Et donc là, on a la stratégie qui peut être interpellée et donc qui nous invite à réinterroger la prospective pour dire mais est-ce que cette nouvelle donne qu'on constate, elle n'est pas susceptible de réinterroger complètement notre vision des choses. Donc là, on a une petite boucle de rétroaction. Et puis, on a le cycle qui se termine, puisque le résultat de la stratégie, c'est des activités de business ou d'innovation. Il ne faut pas perdre de vue que tout ça, c'est pour les clients. Et donc, les clients, ils vont être contents ou pas contents. C'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, en lien avec d'autres parties prenantes, les fournisseurs qui participent à cette création de valeur, les actionnaires qui attendent de la création de valeur. Et donc, est-ce que notre stratégie, elle a été performante? Ça, on a notre dispositif d'écoute qui va nous dire si le cycle, il a été positif ou pas. Et puis, vous avez compris, l'itération qui continue. Donc ça c'est pour fixer un petit peu les idées. Donc, on a deux apports là dans cette première partie de présentation. Un apport général sur le cycle, sur le positionnement de l'ingénieur dans une matrice très très large de ce qu'il est capable de faire en fait au sein d'une entreprise de par sa formation très ouverte et ses capacités d'adaptabilité. Voilà, on est entre nous presque, hein, donc particulièrement à l'INSA, mais il y a aussi des gens qui participent aujourd'hui qui sont pas, peut-être qui ne sont pas ingénieurs, qui ne sont pas de l'INSA, mais on va dire particulièrement dans notre école. Voilà. Et puis, on a ce cycle-là qui met en perspective la prospective. Et comme c'est notre sujet, la question qui va se poser, qu'est-ce que l'ingénieur peut faire dans ce cycle-là en étant, entre guillemets, différenciant? Et ça, c'est l'objet de la troisième partie de vous présenter trois personas, en tout cas trois grandes lectures du rôle de l'ingénieur par rapport à la préparation de l'avenir. Alors, le premier, je l'ai intitulé comme ça, c'est le médiateur au cœur du système socio-technique. Alors, ça veut dire quoi? Voilà, j'étais quand même fier de moi, hein, quand même plein de mots compliqués en une petite phrase, je suis quand même super fier. Non, c'est pas vrai. Hein. Qu'est-ce que ça nous raconte? En fait, la première chose, c'est qu'il faut avoir en tête que l'entreprise, Francesca l'a dit aussi dans son introduction, c'est quelque chose d'assez complexe, un écosystème avec une grande partie de l'énergie qui est dépensée, qui est en fait des relations, et donc essentiellement des relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes, qui vont avoir chacun leur interprétation de ce qu'est l'entreprise, leur interprétation du système, leur interprétation, pour revenir sur le rôle de l'ingénieur, de la contribution de la chose technique à la marche de la société avec un grand S et de la société avec un petit S, c'est-à-dire l'entreprise. Ça, c'est très, très important, le fait que en fait, le système dans lequel les acteurs évoluent, c'est quelque chose qui est c'est une idée que les gens se font, mais qui n'est pas une idée nécessairement complètement partagée. Et donc, il va être nécessaire de pouvoir s'accorder là-dessus. Alors, les parties prenantes qui sont en interaction, elles sont multiples. Là, je dois être à peu près exhaustif parce que j'ai pris des vocabulaires qui sont assez génériques. Hein. Vous avez d'une part à l'interne, évidemment, le gros des choses qui sont très importantes, c'est les salariés. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise, elle est aussi en interne
elle n'existerait pas sans ses propriétaires. Donc là, j'ai figuré ici plutôt les actionnaires, mais ça pourrait être le propriétaire. Il y a aussi en interne, pour les entreprises, une dimension extrêmement importante, qui sont les représentants du personnel, qui représentent les droits des salariés. Puis en externe, on a tout un tas d'acteurs qui interagissent avec l'entreprise, soit directement, soit indirectement en étant dans le paysage. C'est le cas, par exemple, des non-clients, qui par définition ne sont pas connectés à l'entreprise, mais qui, sous l'effet, par exemple, des forces commerciales, ont vocation à entrer dans le giron des clients. Et puis, les institutions qui ne sont pas directement connectées à l'entreprise, mais par la réglementation, par exemple, ou les supports qu'ils peuvent amener, comme des aides, peuvent être des contributeurs à l'activité de l'entreprise. Et puis, il y a des parties prenantes qui sont émergentes, qu'on voit apparaître, et par rapport à notre sujet du jour sur la prospective et la préparation de l'avenir, c'est assez important de souligner ça. On a des acteurs qui sont dotés de personnalités juridiques, inattendues, entre guillemets, si on ne s'est jamais intéressé à cette question, comme par exemple une rivière, une forêt. Donc là, il y a un exemple qui est donné d'une rivière au Canada. Il y a aussi le cas en Nouvelle-Zélande. Vous avez, alors peut-être que vous voyez pas trop bien, mais sur la frise, un certain nombre d'exemples, et vous voyez que ça se passe un petit peu partout dans le monde. Comme je disais, des fleurs, des fleuves, des forêts, qui sont dotés, d'une responsabilité juridique qui lui permet d'interagir avec une autre entité juridique, en l'occurrence l'entreprise. Et ça, c'est émergent. Et c'est intéressant de noter que le système socio-technique qui commence à se dessiner, il va devoir intégrer ce genre de nouvel entrant qui c'est assez inhabituel jusqu'à présent dans le monde des affaires. Alors, l'ingénieur, donc le médiateur au cœur du système socio-technique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qui peut être par rapport à la préparation de l'avenir? Alors, juste sur le système socio-technique, de quoi on parle? C'est un ensemble de choses qui permettent de passer depuis comment ça marche, la technique, jusqu'à comment est-ce qu'on les utilise réellement, ces objets qui fonctionnent grâce à la technique. Et comme je disais tout à l'heure, c'est affaire d'interprétation. Chacun d'entre nous, face à un objet technique, va avoir une utilisation plus ou moins similaire. Alors, il y a des objets, un marteau, ça reste à peu près un marteau. Bon. Par contre, un jardin, certains vont l'utiliser comme une aménité, d'autres vont l'utiliser pour que les enfants jouent, d'autres encore vont faire un potager. Et on voit bien que cet objet, au départ, qui pourtant est le même, un carré de terre, la dimension sociétale va faire qu'on a cette utilisation qui peut être variée. Il en est de même pour les objets purement techniques. Et donc, c'est ça qu'on appelle le système socio-technique, c'est-à-dire quelque chose qui permet de passer des technologies au fait de bien vivre ensemble, de faire le lien entre l'apport de la technique au bien vivre ensemble, c'est-à-dire au fonctionnement de la société, donc en passant par ces étapes que j'ai signalées et qui, en fait, entre guillemets, il y a une gradation du bas vers le haut ou du haut vers le bas avec un cycle qui tourne. Une façon d'aborder ce système socio-technique, c'est d'utiliser une analyse de type Pestel. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de cet acronyme. Pestel, ça vaut, donc chaque lettre vaut pour un terme, donc le P pour politique, le E pour économique, le S pour sociétal ou social, le T pour technologie, le deuxième E pour environnement et le L pour legal. Au départ, ça vient de l'anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on observe un système humain, pour faire le lien entre toutes ces dimensions qui sont en interaction, il y a une modélisation qui a été proposée de réduire cette complexité à 6 items, les six fameuses lettres, et d'analyser le fonctionnement du système selon ces 6 angles de vue. Et donc, on va avoir le politique, l'économique, je ne refais pas. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas de faire les choses de façon isolée. Le gars de la politique dit ce qu'il pense du système d'un point de vue politique, et comme ça, à la queue leu-leu.
Non, c'est évidemment d'amener les expertises et de les faire discuter ensemble. C'est assez puissant pour justement révéler la dimension du système. Et l'ingénieur, là-dedans, eh ben, il a une capacité d'intervention de par sa formation, de par son ouverture, de par sa capacité justement à faire ces liens entre les dimensions technologiques, les usages et les champs d'application sociétaux. Il a cette capacité à intervenir et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a un rôle de médiation. Donc, le premier point, c'est ce que je viens d'expliquer avec l'analyse, l'illustrant avec l'analyse spéciale, c'est faire les liens entre des choses diverses qui font que le système fonctionne. Expliquer la notion de système. Donc, moi, je fais partie de ceux qui encouragent encore et encore l'école et d'une façon générale les études d'ingénieurs à parler de systémique, et pas uniquement de parler de technologie, mais c'est un autre sujet. Il a une capacité à expliquer, à faire ce cheminement intellectuel en partant de la dimension technologique pour aller jusqu'à l'usage. Et donc ça a pour effet et comme mission d'ouvrir les esprits à des gens non techniques de l'apport et des enjeux de la technique, et puis de rendre accessibles des choses technologiques. Un exemple de médiation dans le système sociotechnique, c'est par exemple l'usage des écrans pour les enfants. Au départ, c'est un objet qui est créé pour une finalité purement business. Et ben, petit à petit, on se rend compte que des effets désagréables de l'utilisation systématique de nos smartphones, de nos tablettes, de nos écrans, ça a pour effet, chez les firmes qui font ces développements-là, d'avoir un effet de rétroaction. Et vous avez des développeurs qui aujourd'hui intègrent le fait que, attention, cette technologie très intéressante par certains aspects a des effets négatifs. On essaie de les intégrer pour que dans le cycle qui est à gauche de la diapo, on ait quand même en termes d'impact et de bien vivre ensemble quelque chose de positif. Donc ça peut avoir par exemple des considérations sur l'inclusivité et si je reste sur cet exemple, l'inclusivité des personnes en situation de fracture numérique par exemple. Ça peut être les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Au départ, quand il y a un operating system qui est développé ou un écran tactile, on n'imagine pas que ça va prendre une telle proportion qu'il est quasiment impossible de plus rien faire sans un système numérique. Et pourtant, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne sont pas en situation d'utiliser ces outils-là. Le rôle de l'ingénieur peut être, en vision de l'avenir, d'intégrer ça pour justement, avec cette analyse un peu systémique, interpeller sur le fait de faire des développements qui intègrent ça. Alors, si je projette sur le petit cercle donc de préparation de l'avenir que je vous ai décrit tout à l'heure, en fait, ce rôle de l'ingénieur médiateur au cœur du système sociotechnique, où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il contribue le plus? Il contribue par sa capacité à expliquer, à rendre accessible, il contribue beaucoup à la base du cercle, à la base qui est à gauche, c'est-à-dire dans l'attente et dans l'écoute des parties prenantes. Il va avoir une dimension pédagogique expliquée qui est très, très importante. Par sa capacité à faire système et à projeter, évidemment, il a une contribution majeure à jouer sur la production de la vision par la réflexion prospective, et puis par la question de rendre accessible pour de vrai, ce que j'expliquais un petit peu tout de suite avec l'exemple que je donnais. Il a un rôle à jouer dans cette dimension de médiateur sur la stratégie. Ce n'est pas le stratège, par contre, il intervient pour donner un éclairage sur la stratégie en cohérence avec le reste de son action et donc essentiellement la vision à laquelle il contribue. Donc voilà pour le premier persona, donc un médiateur, un job passionnant qui est à la croisée de beaucoup d'enjeux. Gardez en tête le petit acronyme PESTEL et vous voyez que là vous avez quelqu'un qui n'est pas que sur le T des technologies, alors qu'on pourrait le croire. C'est ce que j'ai cherché à expliquer tout à l'heure avec la petite matrice avec toutes les fonctions. Et par sa formation, par sa curiosité, par son adaptabilité, il doit être capable, non pas d'être un champion olympique des 6 lettres, mais d'être un formidable sparring partner pour discuter
avec les 6 experts, et lui-même peut être un expert d'une ou de plusieurs de ces lettres, mais probablement pas de la totalité. Personnellement, j'en ai jamais rencontré. Il y a Renaud qui demande de rajouter potentiellement 2 autres lettres avec le E pour éthique et le S pour aspect systémique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, le S de aspect systémique, je dirais plutôt non, puisque c'est par définition un système. Hein, donc, je comprends l'idée, mais là, on va rentrer dans la vis de 12, mais dans l'utilisation de ce type de modèle, c'est ce que j'ai décrit, alors peut-être un peu trop vite, mais on fait des analyses P, des analyses E, des analyses S, mais surtout, on fait des analyses croisées de toutes les lettres ensemble. Et c'est là où la dimension systémique, elle apparaît. Donc, le S… Oui, le S, il est pris en compte dans le pestel global. Voilà. Alors, la réponse, elle est moins évidente sur le E, et je serais plutôt d'accord avec Renaud. Après, je ne vais pas faire le malin, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. Vous avez une magnifique fiche Wikipédia, comme sur beaucoup de choses, qui vous donne l'origine là tout de suite. Je l'ai plus en tête. C'est de mémoire un cabinet de conseil américain. Je crois que c'est McKinsey, mais je suis plus très sûr. McKinsey, je n'ai pas fait exprès. Voilà. Ils n'ont pas fait que des conneries. Hein. McKinsey, ils ont fait des choses qui sont intéressantes. Mais je suis assez d'accord avec la remarque de Renaud. Oui, les questions d'éthique prennent une place croissante, et ça mériterait probablement que l'analyse systémique qu'on fait soit intégrée, et ça matche complètement avec le petit cadre bleu, la case du haut, le bien vivre ensemble. Ouais. On est bien sur des notions. Qu'est-ce que c'est que le bien vivre ensemble, hein? C'est bientôt la philo pour le bac, vous avez 4 heures. Je sais pas, moi perso, je sais pas répondre à ça. On voit bien que la notion du bien, elle renvoie exactement à ce que nous dit Renaud. Donc, moi, je prends le point. Je trouve que c'est une très, très bonne remarque. Et il y a Patrice, enfin, je suppose que c'est Patrice qui rajouterait un I pour impact. Mais là, après, je ne sais pas si on va rajouter tellement de lettres. Après, je ne sais pas comment procéder pour mettre tout le monde d'accord et essayer de trouver des compromis avec tous ces experts. Ouais, alors c'est un peu pareil. La notion d'impact, c'est la résultante de l'analyse systémique. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait ce travail-là de mise en relief des points les uns avec les autres. À quoi ça sert une analyse pestel? Ça sert à faire une analyse stratégique, en fait. Ça sert à dire ah ok, quand je regarde mon sujet d'étude, donc mon système, quand je le regarde en me forçant à passer par les 6 lettres, je me rends compte que j'ai telle force, tels atouts, telle difficulté, etc., etc. Et c'est cette analyse secondaire-là qui amène aux impacts. Donc, la notion d'impact, je dirais qu'elle est consubstantielle au fait de faire une analyse pestel. Donc, je ne veux pas me fâcher avec Patrice, mais je dirais plutôt non sur le I. Après, bon, tout ça, c'est comme tous les modèles. Hein, ça sert en fait à avancer et à discuter ensemble. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir, ouais. C'est que ça sert à mettre des expertises qui sont pas naturellement ensemble, voilà, autour de la table, en forçant un petit peu le trait. Je reprends notre école. Dans notre école, on ne fait pas de sciences politiques, par exemple. Bon, et pourtant, c'est absolument essentiel. Vous l'avez vu tout à l'heure quand je présentais les parties prenantes, je parlais des institutions, de l'État. Le fonctionnement des institutions pour un pays comme la France, c'est absolument central dans la marche des affaires, malgré tout. J'ai pas dit que c'est ça qui fait les affaires, mais vous ne pouvez pas ne pas faire le lien avec les affaires. Et la gouvernance des institutions, c'est les sciences politiques. Donc, par exemple, le fait de faire discuter des ingénieurs avec des acteurs du monde institutionnel, voilà, c'est pas naturel. Alors, beaucoup d'entre nous le font dans leurs activités. Ils le font au fur et à mesure de leurs activités, au fur et à mesure de leurs expériences. On a pas mal de diplômés qui travaillent dans les collectivités locales et les collectivités territoriales, ou évidemment dans les services de l'État, et donc ils sont au cœur de ça. Mais je ne crois pas que ça ait beaucoup changé. Je ne me souviens pas avoir eu des heures et des heures de cours en sciences politiques. Il n'y a pas de critique larvée, c'est juste pour dire que cette dimension de système, elle vaut justement par le fait de mettre des expertises en relation et que chacun soit en situation de discuter avec les autres et d'enrichir son point de vue pour qu'à la fin, le système soit plus explicite. Voilà. Et donc, la notion d'impact, c'est la conséquence de l'analyse.
Ok, donc il y a Renaud qui propose un concours d'acronymes pour faire mieux et plus innovant que McKinsey. On lancera ça une prochaine fois. Voilà, Merci beaucoup en tout cas. Moi, je lance un concours de trouver le même sens que Pestel avec INSA. Voilà, ça va être un peu plus compliqué, Ouais, mais allez. si vous avez envie d'essayer. Voilà, en tout cas, merci des commentaires. Enfin, je trouve que c'est intéressant pour mettre en perspective la petite présentation qui est faite là. Alors, le deuxième rôle de l'ingénieur, c'est par rapport à la préparation de l'avenir, c'est l'innovateur. Et l'innovateur, lui, son job, c'est d'inventer ce qui est nécessaire. Je ne vais pas faire là un topo sur l'innovation, mais en gros, quand même rappeler deux, trois fondamentaux. L'innovation, ce n'est pas la nouveauté, l'innovation, ce n'est pas l'invention, l'innovation, ce n'est pas la créativité. L'innovation, c'est la rencontre entre quelque chose qui est… c'est une idée qui rencontre son marché. Voilà, c'est une invention, quelque chose qui marche, qui fonctionne, grâce, par exemple, à de la technologie, mais qui rencontre des gens qui en ont besoin. Et donc, une invention qui rencontre personne, ça s'appelle une invention. Voilà, donc une innovation, c'est quelque chose d'utile, et dans notre propos de préparation de l'avenir et plutôt du monde responsable, qui est nécessaire, et qui est nécessaire, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et le E de éthique nous renvoie à ça, à quelque chose qui est pour bien vivre ensemble. Et donc là, on a à nouveau cette question un peu de morale, hein, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est essentiel. Donc vous avez 4 heures pour ceux qui n'auraient pas choisi le premier sujet, là vous avez le deuxième sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver derrière ce vocabulaire-là? Donc, j'ai déjà donné la définition. Dans le monde de l'entreprise, on est en gros sur ces vocabulaires-là. C'est le monde des startups, donc la jeune société qui se crée de zéro autour de cette idée de l'invention qui rencontre un marché. On a spin-in, spin-off, ça c'est des idées qui émergent d'une entreprise déjà existante, mais en dehors du métier cœur de l'entreprise. Donc des gens, la plupart du temps salariés de l'entreprise, qui se disent « mais moi, grâce à ce que je sais, en fait, j'ai une idée qui est potentiellement intéressante pour l'entreprise, mais qui n'est pas dans son cœur de métier. » Et donc la spin-in, c'est-à-dire qu'on va faire grandir cette idée, l'amener jusqu'à créer une société, mais la garder intégrée à l'intérieur de l'entreprise. Ça devient une filiale de l'entreprise. Et la spin-off, ça devient une nouvelle société. Voilà. Puis vous avez l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, en fait, c'est le développement du projet, l'idée qu'ont les personnes, dans une forme qui est accompagnée par l'entreprise, sans création de structure en particulier, mais avec une création de valeur que l'entreprise récupère à l'intérieur de ces processus-là. Voilà, là, je vous ai mis quelques exemples d'entreprises qui sont au cœur des sujets d'innovation. Et comme vous le notez, peut-être si vous arrivez à lire, c'est pas trop petit, ce sont tous des diplômés de notre école. Et Pierre Dubuc, j'étais en classe avec lui. Donc, j'ai vu le cheminement qu'il avait. J'ai suivi le cheminement qu'il a pu faire en partant du site du zéro pour monter Open Classroom, qui a maintenant une importance assez considérable dans le monde de l'éducation. Et c'est quand même un chouette projet. Absolument. Et Pierre et puis les 3 jeunes de Mob Energy ont suivi la filière entrepreneuriat de l'école qui existe donc dans le cursus en département. Donc voilà, tout ça pour dire que pour l'ingénieur, dès la formation, la notion d'innovation est absolument centrale parce que c'est une place qui est attendue après dans la société. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr entreprendre, mais ça veut dire surtout expérimenter. Tous ces jeunes qui sont là, ils ont commencé, et donc Camille pourrait témoigner parce qu'elle connaît Pierre, elle l'a vu pendant qu'il était étudiant, ils ont commencé à tester des choses. Et tester des choses, ça veut dire qu'on a basculé d'un monde, le monde habituel de l'entreprise où on est dans un monde connu. Quand on teste des choses, c'est qu'on est dans un monde inconnu, on est dans un monde incertain. Et l'innovation est le meilleur moyen que vous avez à votre disposition pour réduire l'incertitude. Et donc, vous allez expérimenter des futurs possibles. Parmi les futurs possibles, il y en a certains qui sont accessibles plus ou moins facilement, qui peuvent fonctionner à plus ou moins brève échéance selon
différents critères, c'est par le test que vous allez pouvoir faire ça. Et là, ça renvoie à des capacités que l'ingénieur, dans sa formation, reçoit, puisque la méthode scientifique, donc pour ceux qui ont oublié, voilà mes données, quel est le théorème que j'ai? Ah, tiens, celui-là, j'obtiens un résultat. Est-ce que mon résultat, il est bon? Il n'est pas bon? Je critique mon résultat. Voilà la méthode scientifique. Enfin, moi, en gros, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Voilà, j'ai tout le temps employé ça. Ça, c'est exactement la même approche. J'ai fait un peu plus que ça. J'ai pas fait que ça. J'ai aussi fait du vélo. Voilà. Mais dans la façon d'expérimenter, en fait, on est dans cette logique-là de dire, OK, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? J'obtiens un résultat. Est-ce que ce résultat, il est intéressant? Ça veut dire que l'entrepreneur, au départ, il pose des hypothèses. Il fait des hypothèses et il va aller les vérifier. Ça lui sert à quoi? Ça lui sert potentiellement, si ça fonctionne, à ouvrir des nouveaux marchés. L'entrepreneur, l'innovateur, il crée quelque chose. Il ne fait pas la même chose que les autres. Il crée quelque chose de nouveau. Il crée quelque chose qui n'existe pas, comme on l'a dit tout à l'heure, qui rencontre l'appétence des gens. Vous vous souvenez, dans la présentation de tout début, dans ma boîte noire de l'entreprise, à gauche, c'était un besoin de société qui vaut la peine. Et bien voilà, on y est. L'entrepreneur, il fait ça. Mais il fait ça sur quelque chose que personne d'autre a fait avant lui. L'innovateur, pardon, il fait ça. Et évidemment, il fait ça d'abord pour satisfaire les clients. Parce que comme sa société, quand il la crée, elle est toute petite, lui, il n'a pas le choix. Son choix, c'est que, pareil, quand je reviens à ma présentation du début, la boucle, vous savez, la boucle verte qu'il y avait au-dessus, le client satisfait, lui, son job prioritaire, c'est que ce qu'il fait, même si c'est avec des bouts de ficelle, avec des bouts de scotch, entre guillemets, parce que c'est jamais ça une startup, mais même si le produit, il n'est pas au top de ce qu'il pourrait être au départ, son job, c'est d'avoir le maximum de clients satisfaits avec ça pour que les clients l'aident à faire un produit qui va être meilleur. Et comme ça, par itération successive, il devient Open Classroom ou il devient 365 talents. Donc, satisfaire les clients, c'est le truc qui anime principalement l'innovateur. Et par rapport à notre sujet de préparer l'avenir, si je remplace les clients par les citoyens, parce que finalement, les clients sont aussi les citoyens de la société, et on voit que là, on a un rôle absolument essentiel pour la société à travers l'action de l'innovateur et donc de l'ingénieur pour ce qui nous occupe ce soir, qui est de faire avancer le monde dans une, entre guillemets, meilleure direction, ou en tout cas dans la direction que demandent les citoyens, en admettant qu'on sache faire le tri entre les demandes qui sont intéressantes et les demandes qui seraient moins intéressantes. Alors, si on projette ça dans notre petit cycle de la préparation de l'avenir, on voit que les innovateurs, ils sont concernés aussi par la vision, mais de façon beaucoup plus, j'allais dire, pas frustre, mais beaucoup moins détaillée. L'innovateur, il est dans l'action. Donc, il doit avoir une vision pour se mettre en traction. Il y a certains innovateurs qui n'ont pas de vision, ils ont une idée comme ça, et puis la vision se construit après. Mais ils sont surtout, en fait, au cœur, évidemment, de la boucle rouge, donc du champ de l'innovation, de la création de ces nouvelles activités, l'innovation de renouvellement. Donc, ils créent des nouvelles choses. Éventuellement, c'est beaucoup plus rare, ils créent des choses en anticipation, c'est-à-dire des sociétés qui sont appelées à changer les choses à très long terme. Là, il faut être milliardaire pour faire ça. Il y a quelques exemples que vous avez en tête. Mais en gros, on va dire que c'est quand même pas le cas général. Le cas général, c'est pas Elon Musk. C'est pas le cas général. Le cas général, c'est plutôt nos garçons là qui sont en photo et tous ceux qui pourraient remplir tout l'écran parce qu'il y en a plein de notre école et d'ailleurs. Donc plutôt du renouvellement pour faire progresser entre guillemets l'offre par rapport à des besoins qu'ont les citoyens, et aussi un élément fondamental qui est la boucle de connexion avec les parties prenantes. L'innovateur, il ne vit pas sans ses clients, comme je l'ai expliqué. Il ne vit pas sans avoir les feedbacks et la co-construction avec ses clients. Donc, ce sont des gens qui, par nature, sont sur le terrain et écoutent ce qui se passe. Ils ne peuvent pas réussir à développer leur structure s'ils ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe. Et donc, pour préparer l'avenir, c'est quand même une qualité absolument essentielle. Et donc, pour revenir sur les qualités et les compétences qui sont nécessaires pour écouter les parties prenantes, on en revient, entre guillemets, un petit peu à l'analyse Pestel ou avec les lettres que vous voulez, qui est de dire cette capacité à écouter des parties prenantes
d'horizons divers. Et donc, dans la formation d'ingénieurs, c'est absolument essentiel d'avoir cette ouverture-là. Il ne s'agit pas de faire de nous des champions de toutes les lettres, mais en tout cas, des gens ouverts à écouter des économistes, des politologues, des juristes, des journalistes, des philosophes, des artistes, etc., etc., etc. Et donc, l'ingénieur de demain, dans ce rôle d'innovateur, c'est une dimension qui est absolument essentielle. Et Isabelle qui propose d'aller jeter un coup d'œil au cours Innovation et Société réalisé en 3GM par Joël Forest et Céline Nguyen aux UMA. Ouais. Alors, je ne sais pas, Isabelle, si on a la possibilité justement de voir ce cours, s'il y a des éléments qui sont disponibles. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Déjà, peut-être les rencontrer, enfin, parce que c'est vrai que c'est un cours qui existe depuis quelques années, hein, quand même, Innovation et Société. Alors, il a évolué, mais il couvre non seulement ces questions d'innovation versus invention, il couvre aussi le sens pour l'usager, sens pour la société. C'est très, et on parle d'une problématique, etc., liée aux 17 objectifs de l'ONU. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on entend là, ça fait écho chez moi, quoi, ce cours. Ouais. Et donc, du coup, peut-être que ça dépend comment vous voulez continuer, mais ce serait sans doute intéressant de se mettre en relation avec elle. Oui, Patrice connaît très bien Joël Forest, donc voilà. Donc, Patrice est dans l'innovation et Patrice qui est dans la chaire est dans l'innovation, donc il connaît très bien, il avait donné des cours, donc oui, je pense qu'il n'y a pas de souci sur le côté mise en relation et tout, mais c'est vrai que voilà, ça serait intéressant effectivement de pouvoir en mettre en relation encore plus la chaire avec ce type de cours. Merci beaucoup en tout cas. Et en écho à l'intervention à laquelle moi je souscris évidemment, on a essayé de mobiliser les étudiants actuels de l'école et aussi les enseignants pour participer à suivre les exposés, justement pour faire le lien entre les questions de prospective et d'innovation, parce que comme Isabelle vient de le dire, et c'est pas ancien, hein, enfin c'est pas nouveau, pardon, c'est très ancien, effectivement, l'action d'innovation, la filière dont je parlais, et ce cours en particulier qui est effectivement très structurant. Pour autant, la question de la prospective, elle est plus en l'air, entre guillemets. Donc voilà, on avait un peu dans l'idée, peut-être un peu naïve au départ, d'amener cette lecture-là et d'inviter par cette lecture croisée à ce que peut-être le cours s'enrichisse d'une dimension qui parlerait de la prospective d'une façon ou d'une autre, avec nous ou sans nous, c'était pas le propos, mais ça va exactement dans le sens de l'intervention d'Isabelle, mais effectivement le cours est très chouette et c'est une grande chance que ce cours existe. Alors, il n'existe pas pour tous les étudiants, donc il faut faire le bon choix de département, mais c'est comme ça. Il y a une question de Patrice là, pour savoir si les clients ont-ils vraiment des besoins ou bien ils sont sous influence en fait. Donc, quelle relation avec le marketing il nous pose la question, Patrice. Ouais, c'est une bonne question. Hein. On peut dire qu'il y a deux lectures. Hein. Vous avez la lecture de la société de consommation dont on hérite depuis à peu près une cinquantaine d'années, qui s'explique avec la post, Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, il faut désapprendre tout ça. Et là, effectivement, c'est le royaume du marketing, de la publicité, les madmen, comme on appelait ça dans les agences de pub américaines, qui passaient leur temps, évidemment, c'est arrivé en Europe après, à nous raconter des magnifiques histoires autour de la publicité. Créer le besoin. De créer le besoin, exactement. Et donc, on est sous cette influence-là. Et donc, on a besoin de désapprendre ça. Donc, vous avez cette lecture-là, et puis vous avez cette lecture de ce qu'on a vu, par exemple, il y a 2-3 jours avec ces étudiants de l'AgroParisTech. C'est pas n'importe quoi, l'AgroParisTech. C'est pas complètement anecdotique. Il y a beaucoup de critiques autour de ce qu'ont fait ces étudiants. Ils crachent dans la soupe, machin. Bon, chacun verra midi à sa soupe. Mais quand ils dénoncent le fait que leur enseignement est essentiellement tourné pour alimenter l'industrie agroalimentaire et donc servir d'une façon générale ces enjeux un peu de consommation de masse, en fait, c'est une façon d'essayer de faire exister une alternative à ces capacités, à ces connaissances. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas en faisant une ZAD qu'on va résoudre le truc, mais en tout cas, en disant, nous qui sommes très, très bien formés, qui avons cette chance-là, on pense qu'on peut faire autrement. C'est intéressant. Et ça montre que donc, il y a une partie de la société peut-être émergente qui commence à résister à ces questions-là. Donc,
Patrice, la question de Patrice, elle est un peu provocatrice exprès. Je pense que ça nous dit surtout que les transitions dont on a besoin, elles vont passer nécessairement par désapprendre un certain nombre de choses et la consommation de masse. Et donc, on revient sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. La notion de sobriété, c'est une notion dont on commence à parler un tout petit peu petitement. Comme vous le savez, je travaille dans une société qui fait de l'énergie. C'est compliqué, la notion de sobriété dans les sociétés qui font de l'énergie aujourd'hui. Mais de près ou de loin, il va falloir y passer. Sobriété, ça ne veut pas dire décroissance, hein, ça ne veut pas dire on vit comme à la préhistoire, ça veut rien dire de tout ça. Ça veut dire de se questionner, comme Patrice nous le propose, sur ce qui est vraiment nécessaire et d'être capable finalement de s'opposer à cette, mentalement en tout cas, à cette puissance du marketing de masse. Donc c'est une vraie question. Je suis d'accord avec la question. Merci beaucoup. Alors, le troisième persona, et le dernier, là, on est dans le rêve, on est dans l'explorateur. L'explorateur qui va nous raconter des histoires qui n'existent pas, mais qui vont nous interpeller et qui vont nous amener à possiblement réfléchir autrement. On croirait presque que la question de Patrice, c'était pour faire une transition sur cet angle-là. Alors, il fait quoi l'explorateur? Ben justement, il imagine les besoins futurs. C'est-à-dire que lui, il ne comprend même pas la question de Patrice parce que ce n'est pas son sujet à lui. Lui, il rêve par lui-même. Donc, il a des grandes qualités de pensée critique. Il a des grandes capacités à penser par lui-même, à argumenter, pour concevoir des solutions qui ne sont pas limitées par le modèle mental général. Il imagine le bien, alors avec sa lecture, et il le propose. Là, vous avez des illustrations autour de la vie du futur. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple. On va plutôt s'intéresser au petit dessin du haut sur les natures futures, la façon de voir le rapport à la Terre évoluer. Ce sont des mindsets qui existent, mais qui sont très minoritaires. Et donc, dans les organisations, quand vous en avez un, choyez-le, protégez-le. Parce que lui, en permanence, il va être à contre-courant de l'organisation avec son modèle dominant qui va être plutôt à préserver l'existant. Une entreprise, hein, c'est comme un organisme vivant, d'une certaine façon. Elle recherche qu'un seul truc, c'est rester en équilibre. Donc, dans une entreprise, en gros, quand rien ne bouge, qu'est-ce qu'on est bien? Évidemment, ça ne marche pas parce que quand rien ne bouge, l'entreprise, elle se nécrose et elle finit par mourir d'elle-même. Ben, les rêveurs, eux, ils sont en permanence à vous raconter des histoires qui sont à 180 degrés par rapport au modèle actuel. Ils sont en avance, entre guillemets, de phase par rapport à ce à quoi l'entreprise va être confrontée. Ils racontent des choses qui sont, la plupart du temps, pas audibles à l'intérieur de l'entreprise. Les artistes, les philosophes, les designers, certains innovateurs sont des très bons contributeurs, mais il n'y a pas de règle en fait. Un explorateur, il peut venir d'à peu près n'importe où. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa contribution en fait au système et à la réflexion de préparation de l'avenir? Déjà, il rêve. Donc, il rêve, c'est comme quand on était enfant, c'est-à-dire que tout est possible. Il y a des chevaliers qui montent des dragons et qui en même temps font une course avec une voiture de course. Ça n'a aucune importance. Ils rêvent à des choses qui sont inhabituelles. Ils vont être capables de conceptualiser ça, c'est-à-dire de traduire ces idées-là dans quelque chose qui est appréhensible, un objet de médiation. Et on voit que l'ingénieur explorateur, il a cette capacité-là. Isabelle parlait tout à l'heure de génie mécanique, GM. On est au cœur de pratiques de conception, de traduire la pensée en objets techniques fabricables, qu'on peut produire en plus ou moins grande quantité. Donc, les études de conception, elles sont là. La conceptualisation, c'est pas que faire des plans, etc. Mais voilà, il y a cette capacité-là et l'ingénieur, par sa formation, il est habitué à faire ça, à conceptualiser. Donc, s'il a, entre guillemets, béni des dieux, il a cette capacité au rêve, et bien là, il peut y avoir une accroche très intéressante. Et ça sert à quoi? Comme je l'ai évoqué, ça sert à raconter des histoires qu'on n'entend pas d'habitude, et de deux choses l'une,
soit ça interpelle et ça met en mouvement des gens qui veulent pas, qui n'avaient pas conscience qu'il fallait se mettre en mouvement, soit ça décale la pensée et donc ça amène à s'interroger sans forcément interpeller, mais ça déplace le débat sur d'autres sujets qui étaient complètement vierges, inexplorés. Et donc, ça permet de potentiellement répartir les forces, l'énergie qu'on a collectivement sur des sujets qui en valent la peine. Alors, ça ne se fait pas dans la nanoseconde, mais en tout cas, ça révèle des champs d'opportunités. Et l'explorateur, il est absolument essentiel. C'est ça que je disais tout à l'heure, si dans vos organisations, vous en décodez, le mauvais réflexe, c'est de se dire « celui-là, il n'a pas la culture de la boîte, il est inadapté », c'est le mauvais réflexe. Le bon réflexe, c'est de se dire « Ok, il ne marche pas comme les autres. Comment est-ce que je peux faire pour le protéger, pour le mettre en situation de nous produire des choses que personne d'autre dans la tôle produira ?» Donc, l'ingénieur, il est potentiellement un excellent contributeur sur ce persona-là par sa capacité à traduire des concepts, des connaissances en objets qui vont être concrets, puisque c'est quand même le cœur de ce qu'on apprend en école d'ingénieur. Et donc, quand on le replace dans notre cycle de la préparation de l'avenir, on a quelqu'un qui est alors sur une démarche de vision, mais alors une démarche de vision naturelle. La plupart du temps, il ne sait pas l'expliquer. Il a rêvé, il a eu j'allais dire une révélation. Voilà. Donc, c'est une démarche qui n'est pas construite de façon très explicite. Il peut être adhérent à des démarches de prospectif, mais il y a beaucoup de choses intuitives où il s'est nourri naturellement des éléments qu'on a dans la démarche prospective sans qu'il ait nécessairement besoin de les ordonner. Il n'a pas nécessairement besoin de passer, par exemple, par de la scénarisation. Il voit des éléments, il les agglomère, il dit « tiens, c'est ça ». Et un artiste, par exemple, va agglomérer des choses et vous emmener dans un monde. Il n'a pas besoin de faire des tas d'hypothèses. Et alors, là où dans le cycle de préparation de l'avenir que je décrivais là où il est absolument fantastique, c'est que lui, il passe directement de sa vision à l'innovation d'anticipation, direct. Il n'y a pas de stratégie, c'est-à-dire que tout de suite, son rêve, il le met en musique à travers, alors là, ça peut être des planches, ça peut être, si c'est un artiste, par exemple, une pièce de théâtre, ou un roman, une dystopie, etc. Et immédiatement, il projette ça dans quelque chose qui devient partageable. Et lui, son registre, c'est clairement l'anticipation. L'explorateur, il ne va pas vous résoudre le process machin bidule avec « ah tiens, mais on pourrait faire différemment ». Ce n'est pas son monde. Son monde, c'est de faire complètement autre chose et de complètement autrement, mais en vous révélant par le fait que vous allez faire un bout de chemin, en vous révélant que c'est peut-être quand même intéressant. Et c'est en ça que ces acteurs-là, ils sont absolument indispensables dans les organisations. Et l'ingénieur, encore une fois, il a une capacité à pouvoir jouer ce rôle-là dans cette traduction de conceptualisation et dans sa capacité aussi pédagogique d'expliquer ce à quoi il pense, ce qu'il imagine. L'ingénieur a ce rôle-là de médiation et donc il va pouvoir faire les deux. Voilà, je suis arrivé au bout de ce que j'avais pensé vous partager autour du rôle de l'ingénieur pour la préparation de l'avenir. Et écoutez, je vous propose d'échanger un petit peu plus s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Merci Pascal pour tous ces éléments. Oui, voilà ce que j'allais dire, plutôt mettre l'affichage galerie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, on est ensemble, donc vous pouvez tout à fait reprendre le micro pour poser votre question. Merci à vous. Il y avait une question de Renaud encore, enfin une suggestion, je remonte un petit peu, qui disait, a priori, dans mes souvenirs, on ne crée pas de besoin, mais de la demande. Les besoins, c'est plus ou moins la pyramide de Maslow, le quoi, le pourquoi. Et la demande, c'est créer un lien d'une réponse, d'un comment, combien, pour répondre à un besoin. Alors, je ne sais pas si tu veux compléter cette question-là.
C'est justement c'est l'enjeu de la prospective, hein, c'est ce qu'on a expliqué la fois d'avant, c'est qu'on s'intéresse bien aux besoins, pas à la demande. Voilà, on s'intéresse aux besoins et on essaye de décoder les besoins à travers les signaux faibles d'évolution des modes de vie et de comportement. Donc, quand on s'intéresse à la demande, on est une entreprise qui cherche à faire du business, c'est estimable, il n'y a pas de critique par rapport à ça. Pour autant, on ne cherche pas nécessairement à s'accorder avec ce qui est nécessaire à la société au-delà du court terme. La demande, elle répond à une logique de court terme. Donc, y répondre, en gros, c'est du marketing, quoi. Voilà. Quand on parle des besoins, on va s'intéresser plutôt à des choses qui sont en émergence et qui vont se traduire dans un temps plus long. Et c'est ce que j'avais cherché à expliquer avec l'analyse des signaux faibles la fois d'avant. Ok, je me permets de mettre dans le chat, comme on avait dit au début, le questionnaire d'évaluation. Je vous le renverrai par mail quoi qu'il arrive, mais n'hésitez pas à nous donner un petit retour sur cette session de classe virtuelle pour qu'on puisse s'améliorer par la suite. Je vois qu'il y a Myriam qui questionne ce dernier rôle est-il souvent favorisé dans les entreprises? Alors Myriam et moi partageons le même employeur. Donc on ne va pas répondre pour notre employeur parce que sinon la réponse elle est non. Non. Qu'en est-il d'une façon générale dans les autres organisations? C'est globalement compliqué. Voilà, globalement c'est compliqué parce que tout simplement les schémas de recrutement ne sont pas positionnés sur ces sujets-là. Vous n'êtes pas recruté la plupart du temps parce que vous êtes un incroyable explorateur, un rêveur invétéré. Et même la plupart du temps, dans les circuits de recrutement, vous allez mettre votre plus beau costume de cadre qui va bien et qui est dans les canons de ce qui est attendu. Et donc, vous allez cacher cette capacité-là. En fait, il y a un espèce de serpent qui se mord la queue. Pour autant, et on en connaît, il y a plein de gens qui passent les grilles du recrutement en étant des gens comme ça, qui ont su donc faire ce qu'il fallait pour rentrer dans l'entreprise et qui, à un moment donné, ont quand même ces capacités-là. Je dirais que la valorisation, elle est fonction en fait de la relation avec le management de proximité, je dirais ça comme ça. C'est plus une logique d'humain à humain, quoi. Est-ce que quelqu'un reconnaît dans la personnalité ce besoin viscéral qu'a la personne d'être un explorateur, un rêveur? Si c'est oui, alors il va lui proposer une place dans laquelle il va pouvoir peut-être pas s'épanouir, mais en tout cas contribuer. Si c'est non, c'est compliqué et les personnes s'étiolent un petit peu. Alors, j'ai vu la question de Patrice et Myriam qui dit « Comment pourrait-on valoriser ce rôle dont tu montres la dimension essentielle ?» Je pense que le type d'exposé, c'est pas pour valoriser ce qu'on fait là, mais en tout cas, le fait de révéler qu'il y a ces rôles-là un petit peu comme ce que j'ai cherché à faire, c'était un peu expérimental, mais de dire, vous voyez, il peut y avoir ces trois rôles-là, et de dire, ce rôle d'explorateur, il est, entre guillemets, dans le discours, enfin, j'espère que vous l'avez ressenti comme ça, il a autant de valeur que les trois autres. C'est pas, puis il y a le petit dernier de la classe, là, je vous en parle. Non, il a autant de valeur. Je pense que ça passe aussi par là, c'est-à-dire de dire médiateur, innovateur, explorateur, trois dimensions de préparation de l'avenir qui sont complémentaires, qu'il faut enrichir, et pour notre propos du soir, sur lequel l'ingénieur a des grands atouts à faire valoir. Je fais ton boulot là, Camille, je suis désolé. Là, tu n'as pas de bol, parce que comme je ne présente plus, j'ai mis le chat, alors du coup, je vois les questions. Il y a Patrice qui voulait… Oui, je suis en train de regarder le questionnaire, moi. Non, sur l'ingénieur explorateur, innovateur, je pense qu'effectivement, dans la plupart des entreprises, c'est toujours… vous m'entendez? Oui, très bien. C'est toujours un peu, on va dire, rejeté parce que les entreprises sont très court-termistes. Moi, j'ai connu Salomon entreprise familiale à l'époque, et on avait un service qui était dédié à ça. Ouais.
qu'on faisait, on avait totale liberté pour explorer. Après, maintenant, les grands groupes pratiquent ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire qu'elles font prendre le risque à l'extérieur et si ça marche, elles raflent la mise. Oui, alors sur la question de l'open innovation et de la dimension d'exploration, peut-être ça renvoie à une… il faudrait là faire un topo sur l'innovation, mais en gros, dans l'innovation, il va y avoir quand même deux façons de faire de l'innovation qui sont complémentaires et l'entreprise, elle doit faire cohabiter les deux. Je l'ai mis dans les petits slides, c'était d'un côté l'innovation de renouvellement du quotidien, et donc c'est l'innovation, ce qu'on appelle l'exploitation, c'est faire tourner mieux, optimiser ce qui existe déjà. Et puis il y a d'autre part l'exploration qui est l'anticipation. Les entreprises, d'une façon générale, elles sont très concentrées sur leur cœur d'activité. Et donc elles se concentrent en priorité sur optimiser, faire mieux tourner ce qui existe déjà, et elles délaissent plutôt l'exploration parce qu'on est sur des pas de temps plus lointains, on est sur des incertitudes beaucoup plus fortes, on est sur des choses qui sont, entre guillemets, plus j'allais dire fumeuses, mais ce n'est pas le terme, mais qui sont moins tangibles. Et ça, l'entreprise, d'une façon générale, elle aime pas. Pour autant, l'open innovation, c'est une façon de faire qui n'est pas soit pour l'un, soit pour l'autre. L'open innovation, ce n'est pas que les startups déjà. Hein, ça s'est beaucoup traduit comme ça, c'est vrai. Et l'open innovation, c'est travailler avec d'autres pour partager en fait cet effort de recherche de solutions alternatives. Ce n'est pas nécessairement qu'une question de faire porter le risque par d'autres. C'est aussi le fait de se dire, moi, je ne suis pas outillé pour faire tout ce dont j'aurais besoin. Voilà, parce que mon cœur de métier, je vois bien, mais ce qui est autour, tout ce qui est connexe à mon cœur de métier, c'est un champ qui est très large. Ben, finalement, c'est peut-être plus intelligent de m'associer avec des gens qui ont déjà un temps d'avance. Pour autant, quand on fait ça, on ne fait pas vraiment de l'exploration. On fait de l'investigation un petit peu étendue. C'est comme si on était dans son jardin et on va dans le jardin du voisin, quoi. Voilà. Mais on ne va pas dans la forêt qui est à 200 km. Hein. On est dans le jardin du voisin. L'exploration, c'est je vais prendre l'exemple du milliardaire sud-africain là, que je ne citais pas tout à l'heure, mais Elon Musk, quand on part de PayPal et qu'on arrive à SpaceX, ouais, il y a une certaine vision de l'exploration hein, quand même, hein, parce que c'est quand même des sujets qui ont absolument rien à voir. PayPal, on est sur c'est ça, la première boîte sur laquelle il a fondé sa fortune. On est sur quelque chose qui est ancré dans l'économie d'aujourd'hui. Voilà, alors évidemment des tas de choses nouvelles, la virtualisation du paiement, etc., etc. Et c'est extrêmement novateur, il n'y a pas de doute, mais ça reste quelque chose qui est adapté à la société d'aujourd'hui. Et là, il nous parle quand même d'explorer Mars. Alors, enfin, on a plus ou moins envie d'y croire, mais entre les deux, il a quand même inventé quelque part la fusée réutilisable que tous les acteurs du moment réfutaient carrément. Voilà un explorateur. Il a dit, moi, je vais faire ça. Quand il fait Tesla, je n'ai aucune admiration pour cette personne. Hein. C'est juste factuel. Quand on regarde Tesla, il fait émerger cette société sur la promesse d'avoir une voiture qui va pouvoir faire 700 km sans recharger électriquement, alors que tous les fournisseurs de véhicules à ce moment-là n'ont absolument aucun investissement majeur dans la technologie électrique, non pas parce que la techno, elle ne marche pas, mais parce que ça coûte beaucoup trop d'argent et surtout la vache à lait du moteur thermique, elle est encore là pour un moment, pense-t-il. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a ce rêve de dire c'est possible. Et ce couillon-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va démontrer que ce rêve est accessible en faisant effectivement rouler des voitures 700 km sans recharge. Alors oui, la voiture, elle coûte 80 ou 90 000 dollars au départ, et c'est que quelques personnes fortunées, mais il fait faire un pas de géant en fait au sujet en montrant que ce n'est pas un problème de technologie, c'est juste un problème entre guillemets, de volonté, et que si l'enjeu écologique, on veut vraiment le prendre en compte, alors on a une solution.
je ne pense pas qu'il ait beaucoup comment dire, de vision sur les enjeux écologiques, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il a rêvé quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 5 ans? Vous regardez à la télé, vous n'avez plus une pub de véhicules thermiques. Et ce n'est pas parce que le gouvernement a dit qu'en 2030 ou 2035, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Non, c'est parce que le véhicule électrique est devenu mainstream. Et pourquoi il est devenu mainstream? Il est devenu mainstream parce qu'il y a un acteur qui, en faisant ça, a généré toute une chaîne de valeur, et notamment une chaîne de valeur sur les batteries, qui a complètement changé la donne d'un point de vue économique. Voilà un explorateur, typiquement. Encore une fois, je n'ai aucune admiration particulière pour lui. Le questionnaire, il y a un petit souci sur le questionnaire, il est en mode édition en fait. Quand on a testé tout à l'heure, finalement, je n'ai pas testé à fond. Et il y aura un petit truc à changer. Donc, on vous renverra par mail, comme d'habitude, le questionnaire. Merci à vous. Merci pour la remarque. Tu as une question de Myriam encore, là, si tu veux. Alors, Myriam, comment peut-on mettre en lien ces différents rôles d'ingénieurs entre eux et avec le reste des acteurs cités pour amener du changement? Et je pense notamment au changement nécessaire à la transition écologique. Quel aspect du système, quel rôle présente le meilleur levier d'action? Et excuse-moi, juste avant, pour ne pas l'oublier, tu avais Marie-Claude qui demandait une bibliographie. Ouais. Si tu as une bibliographie, à la limite, tu pourras me transmettre et je pourrais transmettre dans le mail si tu as des éléments à proposer. Voilà. Oui, alors on reviendra sur la biblio parce que ça marche. La biblio, c'est un peu sans fin. Donc, la réponse est j'en ai pas vraiment d'établi, mais s'il y a une question particulière, je sais pas, j'ai peut-être des articles ou des choses qui sont un peu intéressantes à regarder. En fait, ça dépend aussi du niveau de maturité qu'on a sur le sujet. Donc là, peut-être préciser la question, mais on va venir après. Alors, sur la question de Myriam, je vais répondre. Je vais essayer d'abord de répondre à la deuxième question. Quel aspect du système, quel rôle présente le meilleur levier d'action? Je ne sais pas répondre à ça avec précision. Je dirais que, comme en toute chose, c'est rarement une solution qui l'emporte. Et moi qui ai travaillé sur des questions d'innovation pendant pas mal de temps là, ces dernières années, on voit bien que en fait, ça ne porte pas ses fruits facilement, que c'est le croisement de points de vue qui, à un moment donné, permet de faire exister les sujets. Il y a aussi un facteur chance de planète qui s'aligne. Donc, je dirais que là, en l'occurrence, moi, je crois beaucoup à la médiation. Voilà, quand même. Voilà, j'ai beaucoup fait ça et Myriam, tu as dû participer à cette petite communauté qui s'appelait les Jardiniers de Futur. Tu as participé, je le sais, et qui faisait ça, qui faisait de la médiation, qui cherchait pas à faire de la stratégie, qui cherchait pas à faire de la prospective, qui utilisait les éléments de la prospective et qui en faisait de la pédagogie pour les partager au plus grand nombre. Moi, je crois à ça, et je crois à ça lorsque les organisations n'ont pas une antériorité, une maturité sur le sujet. Donc, parler des choses avec pédagogie, passer du temps, ça, je pense que c'est très, très important, avec le vrai risque de la frustration, parce qu'on a l'impression de répéter un peu tout le temps la même chose, et patience et longueur de temps, des fois, ça ne résiste pas à l'énergie qu'on a. Donc, je dirais ça. Sur l'innovateur, c'est assez simple. Dans le monde des entreprises, soit il est aidé, soit il ne l'est pas. Donc, si les conditions, c'est-à-dire que si l'organisation ne met pas en place les conditions favorables à son éclosion et à son travail, c'est très simple. Il démissionne et il s'en va. Alors là, c'est immédiat et on le voit de plus en plus. Si c'est vraiment un innovateur, il ne se cache pas dans les bois, c'est-à-dire le fonctionnaire qui ne fonctionne guère derrière son bureau, il s'en va. Et c'est une perte sèche pour l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est, je pense, un atout extrêmement important pour les organisations. Et les organisations n'ont pas tout compris la nécessité de mettre les gens dans les situations favorables. Et ce n'est pas à coup de 3-4 projets aidés par an quand on est une entreprise de plusieurs milliers de personnes que ça se passe. Donc là, il y a un vrai sujet sur… je reprends ma matrice. Voilà, l'entrepreneur, finalement, il n'est pas encore vraiment dans le paysage, en fait.
c'est ce qui était tout à droite. Et puis sur l'explorateur, bon, ça j'en ai parlé. C'est des ovnis entre guillemets. Ils sont difficiles à recruter, ils sont difficiles à garder, non pas qu'ils ne veuillent pas rester, c'est qu'on a du mal à leur trouver une place. Une organisation, elle a beaucoup de difficultés avec ces gens-là, donc ça peut être intéressant de faire appel à l'extérieur, avec des explorateurs de l'extérieur, pour venir un peu secouer le cocotier, parce que évidemment, quand c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est toujours mieux, mais c'était compliqué. Donc, pour répondre à la question, je verrai quand même plus le médiateur. Puis le début de la question, c'est comment peut-on mettre en lien ces différents rôles avec le reste des acteurs. Je crois que la médiation, ça répond bien à ça, justement, parce que le reste des acteurs, il ne faut pas perdre de vue que c'est les gens qui font bouillir la marmite, quoi, hein. C'est-à-dire que pendant les travaux, la vente continue et l'entreprise, elle continue à tourner grâce aux acteurs qui sont au fond de la mine là, et qui font tourner le moteur, qui produisent ce qu'il y a à produire, etc., etc. Et donc, on ne peut pas demander à ces acteurs-là d'être aussi éclairés que ceux qui ont le temps entre guillemets, de prendre le temps de réfléchir à ces choses-là, et des gens comme moi, typiquement. Et donc, moi, je considère que des gens comme moi, on a une responsabilité de médiation. On a une responsabilité de prendre du temps. Donc là, moi, je suis heureux de le faire pour les gens de l'école, mais je le fais aussi pour mon entreprise. Et je pense que ça, c'est super important. Donc, je dirais ça pour répondre à ta question, Myriam, le fait que ceux qui ont le temps de réfléchir n'oublient pas qu'ils ont une responsabilité de contribuer à emmener tout le monde. Je dirais ça. Voilà. Merci beaucoup. J'ai réussi à bidouiller le questionnaire, donc je vais renvoyer le lien. J'ai enlevé les trucs à la fin et certains avaient déjà édité le questionnaire. Alors, merci de ne pas éditer le questionnaire avec le lien d'édition. Et Damien qui dit... Alors, il nous dit un mot gentil, c'est merci. Intéressant de voir poindre les problématiques de transition dans ces analyses avec en effet peut-être une lettre dédiée à ajouter à l'analyse spéciale. Donc, c'est plus un commentaire. Il y avait la question de la bibliographie de Marie-Claude. Alors, ouais, sur la biblio, est-ce que je ne sais pas, Marie-Claude peut peut-être ouvrir son micro pour juste dire le type de biblio. Ça m'aiderait parce que sur ces sujets-là, alors j'ai un fournisseur officiel de biblio qui est un de mes collègues. Si on lui pose une question, on a une avalanche de liens, mais à tel point qu'on met des semaines à les regarder. Et donc, j'ai beaucoup traité des choses depuis plein d'années où j'ai travaillé avec lui. Mais du coup, il y a des choses qui sont très vulgarisées et des choses qui sont plus avancées. Et comme je le disais, c'est pas structuré. Donc, s'il y a une question particulière, je la veux bien pour essayer de faire un petit digest de quelque chose. Je ne sais pas si Marie-Claude peut dire quelque chose. Oui, merci beaucoup. Non, simplement, moi, je souhaitais pouvoir lire davantage sur le sujet. Je viens aujourd'hui pour la première fois. Ça m'intéresse particulièrement et j'aimerais pouvoir plonger dans le sujet, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, quand Marie-Claude, quand vous dites le sujet, c'est d'une façon générale, le sujet de la prospective, ça peut être ça, c'est commencer, c'est revoir les fondamentaux. Oui, je me suis beaucoup intéressée aux questions de vision et stratégie. La question de la prospective m'intéresse, mais ce que vous avez traité aujourd'hui sur médiateur, innovateur, explorateur, est-ce qu'il existe déjà des textes dessus? Comment est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des choses plus importantes? Voilà, c'est plus ça. D'accord, ok. Alors, je vais répondre avec un peu d'humour, entre guillemets, en deux fois. La première fois, regardez les épisodes 1 et 2. Ils sont vraiment formidables. Je connais le présentateur et la personne qui l'a aidé. Ils sont formidables tous les deux. Donc, je vous encourage à regarder les 2 épisodes. Donc, ça vous fera un raccourci de lecture en 2 fois 1h30. Sérieusement, voilà, ça peut donner... Alors, il n'y a pas de référence biblio, mais ça peut donner des pistes, entre guillemets, d'intérêt. Et après, Google est quand même un ami sur lequel on peut quand même souvent compter. Voilà. Et puis sur médiateur, innovateur, explorateur, alors pareil, un peu d'humour, c'est plutôt une production originale, d'appeler ça comme ça, c'est plutôt une production originale. Sur l'aspect médiateur, je pense qu'il n'y a rien de spécial.
Sur l'aspect innovateur et explorateur, là, en fait, il y a une abondante comment dire, littérature justement sur ce qu'on appelle l'ambidextrie des organisations. Ce que j'ai évoqué très rapidement, le fait qu'une organisation, elle héberge en son sein deux choses qui paraissent contradictoires, des gens qui travaillent sur le business courant et en même temps des gens qui travaillent sur le business de demain qui va disrupter le business courant. Voilà, là, il y a beaucoup de littérature. Et donc, si ça vous intéresse, donc là, on est plus sur le registre de l'innovation, hein, clairement. On n'est pas vraiment sur le rôle de l'ingénieur, on est vraiment sur le rôle enfin, sur la dimension de l'innovation. Et donc, si ça vous intéresse, là, je peux faire un petit digest là-dessus. Ok. Oui, la réponse c'est oui, ça vous intéresse? Merci beaucoup, c'est très gentil. D'accord, ok. Je ferai ça et puis Camille. On se mettra. Camille fera le lien par la chaire. OK? Ça marche. Eh ben, il est 19h35. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Moi, c'est OK pour rester encore un peu plus longtemps, mais on tient le timing des 19h30. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions dans le public. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Ah, il y a une question de Claude. Ouais, sur le modèle Pestel. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec ce que dit Claude. Pour avoir utilisé le modèle Pestel, c'en est qu'un parmi d'autres, aucun n'est parfait. Personnellement, je suis plus dans une simplification, ce qui évite la dispersion. Par contre, la créativité n'est pas exclue. Ouais, je suis assez d'accord avec les modèles. Il y avait une question la dernière fois autour des modèles à laquelle j'ai répondu aussi, qui est de dire le modèle, il est par définition faux. Donc voilà. Et du coup, le choix du modèle, en fait, il est intéressant que parce qu'il permet de faire. Donc, il permet la médiation. C'est tout à fait juste ce que dit Claude. Pestel est un modèle parmi d'autres qui permet la médiation. Il y en a des plus simples, il y en a des plus compliqués. Voilà. Là, j'ai trouvé intéressant de partager ça, justement pour mettre en perspective, parce qu'on était sur le registre de l'ingénieur. Comme j'ai essayé de l'expliquer, on a une espèce d'entrée de base qui est dire ingénieur égale technologie. Voilà, ce qui n'est pas vrai, mais j'essaie aussi de l'expliquer. Et donc, du coup, c'était intéressant de montrer ce système, ce modèle à 6 lettres. On voit que le T, c'est qu'un des trucs au milieu des autres. Et de se dire, mais les autres, j'en pense quoi? Alors, dans le monde contemporain, on n'est pas trop ignare du E de l'environnement, de plus en plus. Par contre, les autres, et le S, ça, je peux vous en parler, le S, c'est pas un truc, quoi. C'est pas une question. Le P, c'est un truc d'expert et le E, c'est un truc d'expert. Et dans la plupart des organisations, il y en a. Par contre, l'expérience montre que c'est la plupart du temps des gens qui ne se parlent pas entre eux. Donc voilà, ça servait. Le propos n'est pas de dire Pestel, c'est super. Le propos, c'était de dire, en fait, le système, il faut le voir dans sa complétude, mais attention à ne pas se perdre. Et là, Claude a raison de nous alerter là-dessus en disant il faut simplifier. Personnellement, je trouve que prendre un système humain et le simplifier à 6 cases, c'est pas mal quand même. Voilà. Merci Claude. Je vous vois acquiescer. Merci. En tout cas, merci de la remarque. Je la prends, c'est tout à fait pertinent. On a une petite remarque de Renaud qui nous remercie de partager avec nous tous ces éléments-là. OK. Et puis Myriam, n'étant pas issue de formation ingénieur, c'est pas grave, on t'accepte quand même. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Bonne soirée à toi, Myriam. Merci. On en reste là, alors. Eh ben, si pas d'autres questions, merci beaucoup Pascal pour ton intervention, pour cette dernière session de notre cycle sur la prospective sociétale. Donc, vous retrouverez le replay incessamment sous peu sur la chaîne YouTube d'Alumni. Je vous enverrai le lien quoi qu'il arrive et vous retrouverez donc les 3 sessions sur la chaîne Alumni. Donc, merci encore à tous pour votre participation et puis je vous dis bonne soirée à vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup de vos interventions et de votre écoute attentive. C'était très précieux. À bientôt. Au revoir.